Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument folle de l'histoire de France, le 19e siècle. C'est vraiment un siècle de transformation incroyable, de guerre, de révolution, bref, tout ce qui a fini par dessiner la France qu'on connaît aujourd'hui. Alors la question qu'on peut se poser et qui va nous guider, c'est celle-là. Comment un pays peut-il traverser autant de chaos? 2 empereurs, 3 rois, 4 révolutions, en même pas un siècle. C'est ce tourbillon politique qu'on va explorer ensemble. Bon, pour comprendre tout ça, il faut commencer par le commencement. Et au début de ce siècle, il y a une figure qui écrase tout, qui domine l'Europe et qui va poser les bases de la France moderne, Napoléon Bonaparte. Il faut se rendre compte de son ascension. Parti de quasi rien, simple général pendant la Révolution, Napoléon grimpe tous les échelons jusqu'au pouvoir absolu. Et le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris, il se fait sacrer empereur des Français. La République, c'est fini. Place à l'Empire. Mais Napoléon, ce n'est pas que des batailles et des conquêtes. Son héritage le plus important, celui qui dure encore aujourd'hui, il est peut-être là, dans ce document, le fameux Code Napoléon, ou Code civil, de 1804. C'est bien plus qu'un livre de loi, c'est carrément une refondation de la société française. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce code? Eh bien, pour la première fois, la loi est la même pour tout le monde, partout en France. Fini les règles qui changent selon la région, ou si on est noble ou paysan. Il grave dans le marbre des principes révolutionnaires, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la liberté de conscience et le droit de propriété. C'est une rupture nette avec l'Ancien Régime. Mais, et c'est là que c'est fascinant, ce code Napoléon est à double visage. D'un côté, il est hyper progressiste, égalité, liberté de conscience, fin des privilèges. Mais de l'autre, il est aussi très conservateur. L'autorité du père de famille est renforcée, les femmes sont considérées comme des mineures soumises à leur mari, et les ouvriers n'ont pas le droit de se regrouper en syndicats. Un mélange étonnant de modernité et de tradition. Côté militaire, l'ascension de Napoléon a été fulgurante. Il a conquis quasiment toute l'Europe. Mais cet empire immense s'est effondré tout aussi vite. Le point final, tout le monde le connaît, c'est la défaite mythique de Waterloo en 1815. C'est vraiment la fin d'une époque. Et la chute de Napoléon, ça ouvre la porte à une instabilité politique complètement dingue. La France va entrer dans une sorte de valse des régimes où le pouvoir change de main sans arrêt. Accrochez-vous, on va suivre le rythme. En 1815, hop, la monarchie revient. 15 ans plus tard, en 1830, nouvelle révolution, on change de roi. 1848, encore une révolution. Cette fois, on proclame la Deuxième République. Mais ça ne dure pas longtemps. 4 ans plus tard, en 1852, le neveu de Napoléon fait un coup d'État et hop, retour à l'Empire. C'est un vrai manège. Après la chute du second empereur Napoléon III en 1870, Paris va connaître un des épisodes les plus violents et les plus symboliques de ce siècle, la Commune. La fin de cette révolte est d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Le chiffre est glaçant, environ 30 000 Parisiens tués par l'armée française. Pas une armée étrangère, en une seule semaine. Mais au fond, pourquoi ces Parisiens, les communards, se sont-ils battus? Leur programme, qu'on voit ici, était considéré à l'époque comme extrêmement radical. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient? Une république plus juste, plus sociale. Ils voulaient la séparation de l'Église et de l'État. L'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous, filles et garçons. Et même la suppression de l'armée permanente. Des idées qui étaient pour l'époque complètement révolutionnaires. Mais ce rêve d'une autre république s'est terminé dans un bain de sang. On a donné un nom à cet événement terrible, la Semaine sanglante de mai 1871, la fin brutale et tragique de l'insurrection. Après la Commune, une nouvelle république s'installe, la troisième, mais elle va très vite être mise à l'épreuve par une crise qui va fracturer la France en 2 camps irréconciliables, l'affaire Dreyfus. Pour bien comprendre cette affaire, il faut parler d'un mot, l'antisémitisme. C'est ce poison qui a permis les fausses accusations d'espionnage contre le capitaine Alfred Dreyfus, simplement parce qu'il était juif. C'est vraiment la clé pour saisir la violence de cette crise. Au départ, c'est une affaire militaire qui aurait pu rester secrète. Mais elle devient un scandale national quand l'écrivain Émile Zola s'en mêle. Et il le fait avec cet article retentissant publié en 1898 dans le journal L'Aurore. Le titre est devenu une formule mondialement célèbre. « J'accuse ». Juste 2 mots, mais qui ont l'effet d'une bombe. Zola y dénonce, nom par nom, les responsables du complot contre Dreyfus. Il met au défi l'armée et la justice. Et là, la France se coupe littéralement en 2. D'un côté, les Dreyfusards, qui se battent pour la justice, la vérité et les droits de l'individu. De l'autre, les anti-Dreyfusards, pour qui l'honneur de l'armée passe avant tout, souvent au nom d'un nationalisme teinté d'antisémitisme. C'est une véritable guerre civile des esprits. Le combat va être incroyablement long et difficile. Mais au bout de 12 ans de lutte acharnée, la vérité finit par l'emporter. Le capitaine Alfred Dreyfus est enfin et complètement innocenté en 1906.
Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de ce siècle de bruit et de fureur? Comment toutes ces crises, toutes ces révolutions ont-elles pu aboutir à quelque chose de stable? Eh bien voilà le point essentiel. Que ce soit avec les fondations juridiques du Code Napoléon ou le combat pour la justice lors de l'affaire Dreyfus, c'est dans le feu de ces épreuves que se sont forgées les grandes valeurs de la République française. La liberté, la justice et la laïcité. Finalement, le 19e siècle, c'est l'histoire d'un passage chaotique de l'Empire à la République. Et ça amène à une dernière réflexion. Aujourd'hui, quelles sont les forces, les crises ou les débats qui continuent de forger, de transformer l'identité d'une nation? La question reste ouverte.